Avec Podcast Up, écoutez le monde du travail changer, en partenariat avec Duno. Les femmes gagnent toujours 9% de moins que les hommes à poste de valeur égale et 25% de moins tout poste confondu. Malheureusement pour l'égalité professionnelle, il faudra attendre quelques décennies pour atteindre une réelle égalité femmes-hommes. Cependant, ces dernières années, les femmes prennent timidement le pouvoir en entreprise. Pour en parler, nous recevons Léa Dorion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de L'entreprise du 21e siècle sera féministe aux éditions Duno, mais aussi maîtresse de conférences en sciences de gestion à Paris-Saclay. Dès l'introduction, vous posez la question du titre de votre ouvrage, Le 21e siècle sera féministe. Je vous cite, est-ce une prédiction, une injonction, une phrase ironique ? D'après vous, est-ce que les entreprises du 21e siècle aspirent vraiment à devenir plus féministes ? Effectivement, c'est une question importante que je pose dans le livre. Et ce titre, il vise à interpeller les lecteurs et les lectrices et à se demander finalement, est-ce que les entreprises d'aujourd'hui sont vraiment féministes ? Donc ce que je montre, c'est qu'effectivement, ce n'est pas encore le cas, puisque de nombreuses inégalités et violences persistent au sein des entreprises. Proposer des pistes d'action pour rendre les entreprises un petit peu plus féministes. Donc ça, c'est la dimension un peu pragmatique du livre où j'évoque un certain nombre de solutions que les entreprises peuvent facilement mettre en place. Mais c'est vrai que la dernière partie du livre se veut un peu critique par rapport à cette dimension potentiellement féministe des entreprises et montre plutôt les points de blocage qui existent entre le système des entreprises capitalistes et un engagement véritablement féministe. Vous avez pensé cet ouvrage comme un manuel d'action. Pourquoi ? Quel en est le but ? Effectivement, la dimension de tourner mon propos vers l'action me semblait centrale parce que l'objectif, c'est vraiment de rendre le monde du travail plus vivable pour toutes les femmes dès aujourd'hui, ou en tout cas dans un futur proche. C'est vrai que la première partie du livre, elle a plutôt une dimension manuelle d'apprentissage, c'est-à-dire que je présente un certain nombre de concepts, de chiffres clés pour comprendre ce qui se joue en entreprise du point de vue de la situation des femmes au travail. Mais ces éléments théoriques sont uniquement pour moi un préalable à l'action et visent à susciter une action politique à différents niveaux, à un niveau individuel, à un niveau organisationnel, mais aussi à un niveau sociétal. D'où le fait de mentionner manuel d'action dans le titre, ça me semblait vraiment un élément important de l'ouvrage. Qu'est-ce que l'intersectionnalité ? En quoi est-ce un outil féministe ? Alors l'intersectionnalité, c'est un concept qui me semble très important puisque j'essaye de penser la situation au travail de toutes les femmes. Et l'intersectionnalité, elle cherche précisément à montrer que les systèmes d'oppression et d'exploitation vont s'exercer de façon combinée sur différents types de personnes. Donc c'est un concept qui a été pensé par les féministes noires aux États-Unis pour définir et articuler leur situation de femmes noires, c'est-à-dire victimes à la fois de sexisme et de racisme, ce qui crée finalement non pas une addition des oppressions, mais bien une oppression et une exploitation d'une nature spécifique. Donc l'intersectionnalité est un outil qui permet de prendre en compte les intersections auxquelles se situent les femmes dans le monde du travail vis-à-vis des différents systèmes d'oppression et d'exploitation. Parce qu'il faut savoir que dans la littérature et la pensée sur la situation des femmes dans le monde du travail, de très nombreux travaux, notamment en gestion, qui est ma discipline, s'intéressent uniquement au sort des femmes managers, donc les femmes les plus privilégiées. Or, d'un point de vue statistique, la profession des cadres et des professions intellectuelles ne représente qu'environ 15% de l'ensemble des femmes qui travaillent. Donc finalement, on s'intéresse qu'à une minorité de femmes. Et avec le concept d'intersectionnalité, je voulais penser la situation des femmes, y compris donc des femmes racisées au travail, par exemple, mais également, bien sûr, des femmes qui ne sont pas cadres, qui n'ont pas des professions intellectuelles, donc les femmes ouvrières, les femmes employées, les femmes salariées, etc. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, l'intersectionnalité est vraiment un outil essentiel pour améliorer le destin de toutes les femmes dans le monde du travail. Est-ce que les femmes qui sont cadres sont solidaires des femmes à plus petit salaire dans leurs entreprises ? Alors c'est une très bonne question. On a effectivement souvent cette impression, en tout cas d'un point de vue médiatique ou même dans certains travaux, que le fait qu'il y ait de nombreuses femmes qui accèdent à des postes à responsabilité est un point positif, on va dire, pour l'avancée de la situation des femmes dans le monde du travail. Mais des études ont montré que finalement, ces femmes dirigeantes, elles ne vont pas se penser comme solidaires des femmes de leur entreprise. Il y a plein d'études qui montrent, par exemple, que lors de restructuration, de licenciements, de plans économiques, etc., ces femmes dirigeantes, elles vont se comporter exactement comme leur père masculin et se montrer complètement désintéressées du sort des femmes qu'elles licencient, par exemple. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas du tout un ruissellement comme ça d'un effet féministe des dirigeantes vers les femmes qui sont plus bas dans la hiérarchie, puisque en fait les femmes leaders ont tendance à performer leur leadership d'une manière qui est très semblable à leurs collègues masculins. Quelles sont les inégalités les plus répandues que les femmes rencontrent dans le monde du travail ? Les inégalités que les femmes rencontrent dans le monde du travail, elles sont principalement
penser en termes de salaire. Mais en fait, cette inégalité de salaire qui est d'environ 25% au total, elle dissimule un certain nombre d'inégalités que les femmes vont vivre dans le monde du travail. Par exemple, les femmes ont tendance à subir davantage de temps partiel, c'est-à-dire que c'est pas un temps partiel qu'elles ont choisi, mais vraiment une situation qui leur est imposée par l'employeur. Elles ont aussi accès à des professions qui sont largement dévalorisées d'un point de vue social, puisqu'on a vu par exemple lors de la pandémie du Covid que de nombreux emplois essentiels, les emplois du care par exemple, qui s'occupent des enfants, des personnes âgées, les emplois des services, etc., étaient des emplois extrêmement féminisés et qui sont largement sous-rémunérés. Et plus largement, même quelle que soit leur profession, elles vont avoir moins de liberté dans l'organisation de leur travail, puisque elles sont encore principalement assignées au travail reproductif, c'est-à-dire au travail d'éducation des enfants et au travail domestique, ce qui leur demande en fait à la fois une charge de travail supplémentaire, mais qui aussi en fait les prive d'opportunités dans le monde du travail rémunéré, puisqu'on continue à les percevoir comme des travailleuses moins impliquées pour l'entreprise. Donc voilà quelques exemples des inégalités qu'elles peuvent encore vivre dans le monde du travail. La société tente de faire bouger les codes avec l'index de l'égalité des entreprises ou encore les assises de la parité. Est-ce que ces actions permettent vraiment de faire avancer les choses ? Alors effectivement, produire des chiffres, donc la production de chiffres, c'est quelque chose d'intéressant, la production d'indicateurs qui permettent de quantifier l'égalité, c'est un point positif qui permet de mettre en visibilité à la fois les inégalités, mais éventuellement aussi les progrès qui sont faits en matière d'égalité professionnelle. Et bien évidemment qu'il y a des améliorations depuis un certain nombre d'années grâce à des lois qui encadrent l'égalité professionnelle. Mais toutefois, on voit récemment que les indicateurs qui quantifient l'égalité professionnelle ne sont pas forcément pertinents. Si je prends l'exemple de l'index à l'égalité professionnelle, qui est une nouveauté proposée par le gouvernement et que les entreprises doivent calculer chaque année, qui est une note sur 100 qui quantifie l'égalité professionnelle. Cet index, par exemple là, il a été très critiqué par les féministes, par les syndicats. Finalement, il reflète assez mal la situation objective de ce qui se passe pour les femmes dans le monde de l'entreprise. Donc les chiffres, c'est toujours un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'il faut regarder comment elles sont calculées, qu'est-ce qu'ils veulent dire, et se méfier un petit peu, on va dire, des chiffres qui sont communiqués par les entreprises en particulier, puisqu'elles vont en général chercher à se mettre en valeur ou se montrer sous un jour favorable. Qu'est-ce que l'organisation genrée du travail ? Dans quelle mesure la prise en compte de cette construction sociale genrée du monde peut-elle éclairer l'analyse du travail ? Alors l'organisation genrée du travail et des entreprises en général, c'est une notion qui a été pensée depuis un certain nombre d'années, maintenant depuis une trentaine d'années, et qui critique l'apparente neutralité des organisations. C'est-à-dire que c'est un concept qui va nous dire les organisations sont structurées de manière plus ou moins visible par le genre. Donc, par exemple, les métiers, même si, par exemple, aujourd'hui, tous les métiers, ou la grande majorité des métiers sont mixtes, il y a des conceptions stéréotypées de la personne idéale pour tel ou tel poste qui va demeurer. C'est-à-dire que, voilà, pour une personne en charge de la petite enfance, par exemple, cette personne idéale, ça va être une femme. Pour un poste de dirigeant, cette personne idéale, ça va être un homme blanc, qui plus est. Donc on voit que les concepts qui façonnent les organisations sont influencés par le genre. Un exemple très parlant, c'est celui d'un leader. Le leadership, ça paraît être un concept qui est assez neutre, voilà, qui est rationnel. Un leader détient certaines compétences, certains traits de personnalité qui lui permettent d'accéder à des fonctions à responsabilité. Or, quand on regarde un petit peu quelles sont ces caractéristiques du leadership, on voit que finalement, ce sont des caractéristiques qui sont associées à la masculinité. Par exemple, voilà, la compétition, le fait d'être combatif, d'être un peu agressif, indépendant, etc. Tous ces aspects-là vont être beaucoup plus facilement rapatriables dans la masculinité. Donc la blanchité, par exemple, a été analysée comme un capital culturel qui facilite la progression de la carrière. C'est-à-dire qu'un leader, non seulement est un homme, mais est un homme blanc. Comment rendre l'organisation du travail plus féministe ? Quels sont les niveaux d'action possibles ? J'imagine en tout cas 3 niveaux d'action. Un premier niveau d'action qui serait plutôt individuel. Je vise en particulier les managers et les managers hommes principalement à devenir des alliés féministes. Donc là, l'objectif, c'est vraiment déconstruire sa posture individuelle, se former, agir en solidarité avec les femmes de son équipe. C'est vraiment un niveau très accessible parce que même une personne qui a assez peu de marge de manœuvre dans une organisation peut changer son comportement pour cesser les comportements sexistes et améliorer ses interactions avec les femmes au travail. Donc à un deuxième niveau organisationnel, je propose différentes manières de transformer l'environnement et les pratiques de travail.
Notamment, je propose 4 pistes d'action. La première, l'objectif, c'est de produire des chiffres qui soient négociés avec les organisations syndicales et qui soient vraiment utiles à l'amélioration des conditions de travail de toutes les femmes dans l'entreprise. Le deuxième aspect, c'est de prévenir et de gérer les violences sexuelles au travail, puisqu'effectivement, le monde du travail est un environnement extrêmement favorable à l'émergence des violences sexuelles. Donc, il y a un continuum de la violence qui se manifeste dans le travail et qui est renforcé par l'aspect hiérarchique et par l'inégalité économique entre les femmes et les hommes dans la sphère du travail. Donc, les entreprises doivent vraiment se saisir de façon proactive de cette question de la prévention et de la gestion des violences. Un autre aspect important, c'est revoir sa politique de gestion des ressources humaines, puisque la gestion des carrières, les critères de performance, les critères de compétences sont genrés, c'est-à-dire qu'ils favorisent structurellement la progression des hommes et l'amélioration de leurs conditions de travail. Donc, il y a un gros travail à faire du point de vue de la gestion des ressources humaines pour donner des opportunités égales à toutes les femmes de l'entreprise. Et puis, il est aussi important, enfin, de changer la culture de l'entreprise, c'est-à-dire de changer les règles du vivre ensemble pour que cette ambiance sexiste qui caractérise plein d'environnements de travail ne soit plus acceptable. De plus en plus de femmes accèdent à des postes importants. Y a-t-il une réelle prise de conscience ? Ces dernières années ont vu quand même l'émergence même médiatique du sujet du féminisme, notamment sur la question des violences de genre. Je pense que de nombreuses femmes y sont de plus en plus sensibles. Et je dirais que les femmes dans le monde du travail sont en fait très soumises à un ordre économique qu'il est difficile de contester. Et finalement, se révolter ou résister au travail présente des risques très importants pour de très nombreuses femmes. C'est encore aujourd'hui très coûteux pour les femmes de lutter pour l'amélioration de leurs conditions de travail, de résister aux situations de violence, parce qu'en fait, il y a un très gros risque économique pour elles. Comment lutter contre l'autocensure des femmes qui freinent la progression de leur carrière ? C'est quelque chose d'assez rationnel. C'est-à-dire quand on regarde les chiffres, par exemple, concernant les violences sexistes et sexuelles, on voit que environ 30% des cas qui sont remontés à l'employeur. Dans presque la moitié de ces cas, la situation se résout au bénéfice de l'agresseur ou du violeur. C'est-à-dire que dans la moitié des cas, la femme va se faire soit licencier, soit mettre au placard, soit en tout cas une forme de sanction va lui être imposée. On voit là qu'il y a quand même quelque chose de très raisonnable quelque part dans la censure que les femmes s'appliquent à elles-mêmes. Et pour que cette censure soit levée, les employeurs doivent réussir à transformer ce qu'on appelle la culture du viol, c'est-à-dire que cette idée que les agresseurs sont les victimes et les victimes sont les coupables. C'est la seule manière finalement de rendre audible et de sécuriser le discours des femmes qui vont dénoncer des faits de violence. Qu'est-ce que le plafond de verre ? Donc c'est effectivement un concept qui est très mobilisé, très connu dans la littérature en gestion sur la situation des femmes au travail. C'est une notion qui vient représenter l'accès très inégal des femmes à des fonctions de direction d'entreprise et plus largement à des fonctions haut placées dans la hiérarchie, c'est-à-dire qu'elles se heurteraient à un plafond de verre, donc qui les empêcherait d'accéder aux plus hautes sphères de la hiérarchie. C'est assez critiqué, c'est-à-dire qu'en fait c'est effectivement utile parce qu'on voit par exemple qu'il y a uniquement 3% de femmes qui sont soit présidentes, soit directrices générales des entreprises du CAC 40. Donc là, voilà, il y a des chiffres comme ça qui sont très parlants, mais qui ne vont s'intéresser qu'au sort des femmes les plus privilégiées. Parce qu'en fait, la majorité des femmes ne sont pas dans ce qu'on appelle des carrières ascensionnelles, dans des carrières vers des postes de direction. La majorité des femmes vont finalement être plutôt collé au plancher. Alors il y a un concept qui est un petit peu en parallèle du plafond de verre qui serait le plancher collant. Alors je suis pas entièrement sûre que ce soit ça le terme exact, mais c'est l'idée. Cette idée que voilà, en fait, la majorité des femmes sont dans des conditions de travail très difficiles, avec un niveau de rémunération qui est en fait proche du SMIC ou inférieur avec le temps partiel. Donc voilà, ce plafond de verre c'est intéressant, mais par définition, ça va s'intéresser qu'aux femmes qui sont managers et qui visent des postes à responsabilité très haut placés. Comment faire de la parité un levier de fidélisation des talents ? Les femmes détiennent des compétences, soit les mêmes compétences que leurs collègues masculins, soit des compétences complémentaires. Les jeunes managers sont de plus en plus en fait sensibilisés à ce sujet et revendiquent aussi pour elles-mêmes une forme d'égalité par rapport aux hommes de leur classe sociale. Et à mon sens, les entreprises aujourd'hui se saisissent quand même assez facilement de cette forme de féminisme qui finalement est compatible avec leur recherche de performance, puisque l'idée, c'est de montrer que les femmes en fait peuvent apporter quelque chose de positif à l'entreprise, un regard différent ou alors en tout cas leurs compétences. Et de fait, les entreprises qui se mobilisent soit sur la question de la parité, soit qui vont mettre en avant des femmes dans certaines professions qui sont plutôt masculinisées, vont attirer davantage de jeunes diplômés qui sont de toute évidence sensibles à l'argument féministe. La diversité, la parité, on peut parler de même combat. Pourquoi est-ce indispensable d'impliquer les hommes dans la mixité des postes à responsabilité ? C'est important de les impliquer tout simplement parce que ce sont eux
qui détiennent le pouvoir et qui ont la possibilité ou non de faire de la place aux femmes, de s'intéresser au sort des femmes dans l'entreprise. Donc c'est essentiel qu'ils se sensibilisent au sujet et qu'ils cèdent finalement une part de leurs privilèges. C'est pas quelque chose de forcément évident. Il y a un chercheur qui s'appelle Francis Dupuy-Derry qui parle de la notion de disempowerment, donc cette idée que les hommes qui veulent s'engager aux côtés des femmes doivent finalement se défaire d'une forme de pouvoir comme domination. Enfin, le processus d'implication des hommes, je veux dire, dans l'évolution de la situation des femmes au travail, il est effectivement crucial. Faut-il repenser la gouvernance des entreprises vers un modèle plus coopératif ? Si on cherche à améliorer, par exemple, le niveau de rémunération de toutes les femmes, on se rend compte que forcément, ça va coûter de l'argent à l'employeur. Or, dans la mobilisation des discours féministes par les entreprises, il y a très souvent cette idée que finalement, le féminisme, c'est bon pour la performance, que embaucher des femmes, ça va favoriser la performance de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle en général le business case de l'égalité. Or, quand on s'intéresse non plus seulement à des femmes privilégiées, mais à toutes les femmes, on se rend compte que ça va plutôt nuire à la performance des entreprises. C'est-à-dire que ça va leur coûter de l'argent et que ça va potentiellement limiter les profits des actionnaires. C'est là que le bas blesse finalement. C'est ce qui rend nécessaire l'imagination d'autres formes de gouvernance. Dans les coopératives de travailleurs et de travailleuses, par exemple, ce sont ces personnes qui travaillent, qui détiennent la propriété de leur outil de production. La répartition de la valeur, elle est partagée entre les personnes qui travaillent ou elle est investie dans l'outil de production. Et donc, on n'a plus du tout en fait séparation entre les personnes qui possèdent le capital, qui vont s'accaparer la plus-value créée par le travail. On a vraiment une répartition plus égalitaire et horizontale de la valeur créée par l'activité économique. Pour terminer, Léa, suivant la tradition du podcast Up, pouvez-vous nous donner l'adresse d'un restaurant que vous aimez particulièrement ? C'est un restaurant qui est tout à côté de chez moi. Donc je recommande le Manche-Disque à Montreuil. C'est un restaurant à l'ambiance un peu rockabilly, années 50, années 60, avec de la musique rock et une décoration un petit peu de type brocante. C'est très sympa, on y mange très bien. C'est ma recommandation. Merci beaucoup Léa pour votre participation. Merci à vous pour cette invitation. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up et duno.com, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et les autres. On se retrouve chaque dernier lundi du mois pour un nouvel invité.